Eh bien, je garde la même place. J'étais il y a 2 secondes avec Emmanuel de Chartres, et j'ai la chance qu'il y a un monsieur qui est son partenaire, qui s'appelle Christophe Barbier, et qui passe par là et qui nous a vus. Et il a voulu s'asseoir aussi. On ne va pas refuser une telle chose. Donc, eh bien, on va reparler de l'un de nous deux. C'est une pièce à la fois sérieuse, et pourtant, on sourit souvent. Comment vous expliquez ça? J'explique ça par la présence de 2 hommes d'esprit qui ont une grande culture, Léon Blum et Georges Mandel, et qui sont tous les 2 rompus aux joutes parlementaires. Puis les joutes parlementaires de la Troisième République. Donc il fallait à l'Assemblée nationale avoir de la répartie, du réflexe, et puis savoir mettre des pics. Clémenceau était réputé pour ça, Mandel était son disciple, et Léon Blum ne s'en laissait pas compter. Donc ces 2 hommes d'esprit, quand ils se retrouvent même en détention en Allemagne, et comme ils ne sont pas d'accord sur tout, ils aiment bien se lancer des petites piques. C'est ça aussi qui fait sourire le public. Et puis pour se distraire de leur angoisse, parce que c'est quand même très angoissant d'être là en résidence surveillée à côté d'un camp de concentration, ils ont inventé un petit jeu. Clémenceau est le mentor de Mandel, mais Jaurès est l'idole de Blum. Blum cite Jaurès tout le temps. Alors Mandel lui lance un défi. Est-ce qu'il arrivera à passer une journée en citant Jaurès moins de 3 fois? Et donc ça les amuse. Et il y a, comme on pourrait dire, un petit gage au bout. Ah oui, c'est-à-dire que s'il y arrive, eh bien Mandel invitera Blum à déjeuner au Café de la Paix, place de l'Opéra à Paris. Alors évidemment, c'est pour une raison d'espérer. Espérer qu'ils vont revenir tous les 2 vivants à Paris après la guerre. On est en juin 1944, le débarquement a eu lieu. Ils savent que l'Allemagne va perdre la guerre. Mais en combien de temps et avec quels dégâts? Et est-ce que les Allemands ne vont pas exécuter tous leurs otages? Et ça, évidemment, ça fait peser une épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Une mise en scène qui est bien efficace, avec quelques projections, on va dire. Oui, c'est pas simple de faire exister le camp de concentration qui est juste à côté, Buchenwald, qui était à cette époque-là un camp de travail où les prisonniers mouraient de maladies, mais ils n'étaient pas volontairement exterminés, on les envoyait dans les usines. Il faut quand même qu'il y ait cette présence sans que ça devienne un jeu vidéo, sans que ça devienne une image trop écrasante, trop obsédante. Il fallait rendre compte aussi des conditions de détention de Blum et Mandel. Ils n'étaient pas seuls, il y avait des dizaines et des dizaines de gouvernants des pays occupés qui étaient là dans des maisons assez confortables. Mais enfin, ils n'étaient pas en liberté, c'était quand même pas la belle vie, mais c'était pas non plus l'horreur. C'est un juste milieu, un entre-deux, une sorte de purgatoire qui n'était pas facile à restituer. Et Jean-Claude Idé, le metteur en scène, à travers ses projections, essaye de nous emmener dans l'époque, avec des images d'archives, dans l'ambiance de ce qu'était le voisinage de Buchenwald, mais aussi dans ce petit écrin confiné où 2 hommes échangent leurs réflexions avant que l'un des 2 aille vers la mort. Et on ne dira pas lequel, on en a parlé avec Emmanuel il y a quelques instants, on ne dira pas lequel des 2. Ou alors, vous avez qu'à regarder dans vos dictionnaires pour savoir qui des 2. Lequel de nous 2? Voilà, c'est encore mieux. Comment vous est arrivé ce texte? J'ai eu la chance de lire la toute première version, il y a plusieurs années, écrite par Jean-Noël Jeanneney, qui avait quitté à ce moment-là ses fonctions gouvernementales. Il était ministre, il a dirigé Radio France, la Grande Bibliothèque. C'est un historien, il avait écrit un ouvrage d'historien, avec beaucoup de choses, très riches, très denses. Ça ne faisait pas une pièce de théâtre, mais ça faisait déjà un dialogue de théâtre. Et Jean-Claude Idé, avec l'auteur, ont retravaillé, réduit, coupé, réagencé, de manière à faire surgir un spectacle de cette matière qui était une matière historique, littéraire, intellectuelle. Et tout doucement, au fur et à mesure des lectures, des mises en espace, je me suis dit, mais oui, il y a quelque chose à faire qui soit une vraie pièce, avec la possibilité de le jouer, d'incarner vraiment les personnages. Et Myriam de Colombie, le Théâtre Montparnasse, y ont cru aussi. Et on a pu mener ce projet à bien. Avec une étape intermédiaire qui a été importante, c'est de jouer la première moitié du spectacle à l'Assemblée nationale, lors d'un hommage rendu à Georges Mandel il y a quelques mois, devant des députés, des ministres. Et on a vu à ce moment-là que sur un public qui aime l'histoire, qui aime la politique, l'intérêt était là, mais surtout l'émotion. Parce que c'est aussi de monter vers l'émotion qu'on ressent tous quand on se souvient de ces heures sombres et qu'on se dit « qu'est-ce qu'on aurait fait nous? On aurait choisi quel camp? Est-ce qu'on aurait tous été des héros comme Jean Moulin? Pas sûr. Comment aurait-on subi l'occupation? Est-ce qu'on se serait planqué? Est-ce qu'on serait allé à Londres? Est-ce qu'on aurait fui? Est-ce qu'on aurait résisté? Cette question-là, elle nous travaille tous. C'est trop facile de se dire aujourd'hui « oh bah bien sûr, on aurait choisi le bon camp ». On se rend compte en se plongeant dans les livres d'histoire que des gens très bien ont servi le diable. Et que des gens qui auraient pu être attendus du côté de la collaboration se sont retrouvés résistants par un sursaut patriotique. Et le fait de se poser cette question, c'est se dire à quel point l'histoire, c'est pas du noir et du blanc, c'est toutes les teintes de gris. C'est totalement vrai, et c'est d'autant plus important que lorsqu'on va voir ça,
On ne va pas voir une leçon d'histoire, on ne va pas voir deux comédiens parce que c'est deux comédiens, on vient là pour écouter, pour apprendre. Moi j'ai appris. Il y a une force du témoignage, parce que Blum et Mandel étaient au cœur de cette histoire, ils ont pendant une quarantaine d'années fait la République. Il y a aussi le témoignage à travers l'auteur de toute une mémoire un peu engloutie qui est la mémoire de la Troisième République. On a tous appris à l'école la Cinquième République, De Gaulle, etc. On connaît. Mais la Troisième, c'est tellement compliqué. Les manuels d'histoire passent rapidement là-dessus à l'école. On connaît presque mieux Napoléon que Daladier, Reynaud, Poincaré, Clémenceau, Tardieu. Bon. Et cette histoire engloutie, elle mérite d'être remise à jour, remise au jour, parce qu'on y apprend beaucoup de choses sur l'art de gouverner un pays. Est-ce qu'il faut être tranchant, intransigeant, passer en force, ou est-ce qu'il faut chercher toujours le compromis? Si on est trop mou dans le compromis, on ne réforme rien. Si on est trop tranchant, on bloque la société. Et cette question-là, elle se pose à Macron aujourd'hui, elle s'est posée à Hollande, à Sarkozy, à Chirac, et elle se posait déjà sous la Troisième République parlementaire. Donc c'est très intéressant de réveiller cette histoire. Et on n'a pas la réponse. Non, on n'a pas la réponse, parce qu'il n'y a pas de vérité. Ça serait trop facile. Si on avait la recette, eh bien tout le monde l'appliquerait, tous les pays seraient bien gouvernés. Il se trouve qu'à certains moments, sur certains dossiers, l'intransigeance paye, qu'à d'autres moments, sur d'autres dossiers, c'est le consensus qui est profitable, et qu'il faut à la fois des circonstances, un homme ou une femme d'État, et un peuple. Que le peuple soit au rendez-vous, que le peuple ait compris qu'il était temps de réformer, de faire un effort, de faire un sacrifice. Quand le peuple ne veut pas, quand le peuple ne veut pas savoir, rien n'est possible. Et quand un homme d'État surgit et arrive à réveiller la lucidité d'un peuple, il fait avancer son pays dans l'histoire. Ça a été le cas de De Gaulle, en 40, en 58. Il y a un grand homme par siècle dans notre pays. Au 19e, c'est Napoléon, au 20e, c'est De Gaulle, au 21e, qui est-ce? Peut-être qu'il n'est pas encore né. Oh, pas né, j'en doute, mais peut-être qu'on ne connaît pas encore. On ne le connaît pas encore, peut-être. Peut-être qu'il est déjà parti. Peut-être aussi. On ne le saura qu'à la fin du siècle si on est là. On ne sait jamais. Oui, on ne sait jamais. Jamais. Mais je me permets quand même d'en douter. Merci Emmanuel. Merci. Merci Christophe. Merci à tous les deux, puisque bon, il y en a un qui est déjà parti se changer dans la loge. Et on se retrouve au théâtre au Petit Montparnasse. J'ai bien retenu la leçon du mardi au samedi à 19h, le dimanche à 15h. Voilà, vous savez tout. On vous retrouve bientôt sur d'autres planches pour d'autres projets? Alors sur tous les écrans de télé déjà, parce que la vie politique continue et le journalisme continue aussi. Et puis je pense que je vais continuer mon seul en scène au Poche Montparnasse au début de l'année 2020, mon seul en scène sur le tour du théâtre en 80 minutes. Ce qui me permet de faire partager notamment aux jeunes ma passion du théâtre. Vous devriez vous faire mettre en scène par Sébastien Zopardi. Comme ça, vous auriez le tour du monde en 80 jours et le tour du théâtre en 80 minutes. On pourrait croiser nos Vous pourriez vous croiser. Merci. Merci. Et à bientôt. Au revoir. Au revoir.